Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, mon nom est Carlando Moret, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de santé mentale, en entrepreneuriat, dans le monde des affaires. Alors, aujourd'hui, j'ai avec moi 3 invités que je dis toujours extraordinaires, parce qu'ils le sont tous. Gabriela, Phil et Ibrahim. Guys, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, parce que je sais que ce sujet-là est quand même assez sensible dans nos communautés. Puis je sais que vous vous portez garant pour en parler également. Fait que merci encore. Puis, écoute, une chose que j'aimerais savoir avant de commencer, c'est quoi votre... j'aimerais vraiment savoir c'est quoi votre parcours personnel qui vous a amené dans votre parcours professionnel là où vous êtes présentement. Parce qu'il y a toujours un lien à faire entre les deux, on s'entend. Fait qu'on va commencer avec toi, Gabriela. Oh! OK, d'accord. Déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être ici, surtout de parler de ce sujet de la santé mentale. Puis je pense que mon histoire est un peu liée parce que ce qui m'a amenée à l'entrepreneuriat, c'est que dans le milieu où j'étais, dans le milieu de travail où j'étais, je me sentais pas valorisée. Je sentais pas que mon well-being, c'était quelque chose d'important pour la compagnie. Je sentais que c'était peut-être pas ma place. Et donc, j'ai étudié en travail social. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu bizarre de se dire que dans un domaine du care, que finalement, peut-être que les entreprises ou les organisations pour lesquelles tu travailles prennent pas en considération leurs propres employés, on va dire. Mm-hmm. Donc, moi, j'avais toujours eu cette idée ou cette envie de travailler plus dans le milieu de la culture, de me lancer en affaires, mais j'avais peur. J'avais peur parce que, j'avais pas nécessairement des économies ou les connaissances ou, toutes sortes de raisons. Puis, finalement, j'ai décidé de me lancer. Donc, j'ai ouvert une librairie qui s'appelle Racine, qui met de l'avant les auteurs racisés. Donc, c'est un peu en résumé mon parcours où j'ai décidé de me lancer parce que je me suis dit que le milieu que j'étais, c'était peut-être pas ma place, que je préfère créer mes propres opportunités puis mettre mon talent puis mon énergie pour moi-même plutôt qu'un milieu qui me valorise pas tant. Mm-hmm. Absolument, je comprends. Merci du partage, vraiment. Merci. Phil? Yes, moi c'est Phil. Merci de me recevoir sur le podcast pour la 2e fois. Ah, c'est parfait. Tu vas répéter ce que tu avais répété la dernière fois. C'est un angle différent. C'est un angle différent. Ouais, fait, exactement. dans le fond, quand j'étais jeune, j'étais sportif. J'ai toujours voulu travailler ou être dans le monde du sport. J'ai fait ça pendant toute ma vingtaine. J'ai travaillé comme thérapeute du sport Mm-hmm. ici aux États-Unis et en Chine. Et à travers cette expérience-là, c'est très similaire à ce que tu disais vis-à-vis de... On aurait cru que les environnements où on prend soin des gens, les gens qui prennent soin des gens, quelqu'un prend soin d'eux, mais genre pas vraiment. Alors, c'est là que j'ai fait mon premier burn-out et j'ai décidé... mais c'est toute une histoire sur laquelle on va parler. Ouais. Mais j'ai décidé de changer le milieu professionnel pour... quelque chose où je reçois autant que je donne. Ou au moins, c'est plus proche. Parce que je prenais soin d'autres gens, mais je recevais pas énormément soit d'énergie, soit d'argent en retour. Et c'était drainant à la fin. Alors maintenant, j'ai fait un shift complètement différent. J'ai toujours été intéressé dans l'entrepreneuriat, la technologie, etc. Alors là, je travaille en capital risque. Dans le fond, je travaille pour une firme d'investissement, puis on investit dans des startups. Mais c'est ça, j'aime toujours aider les entrepreneurs, c'est ce que je fais, tu le sais très bien. Absolument. Mais j'ai un meilleur retour sur mon investissement personnel de temps et d'énergie, etc. Exact. Alors, ouais, c'est ça mon histoire. C'est parfait, merci, man. Merci. Ibrahim. Merci à tous. Franchement, je suis super content d'être là pour pouvoir parler d'un sujet aussi important, puis qui n'est pas beaucoup aussi détaillé. Donc, moi, c'est Ibrahim. Je suis
dans l'entrepreneuriat aussi, mais comme accompagnateur des entrepreneurs, principalement en pré-démarrage puis en démarrage. J'ai toujours été dans ce domaine depuis que j'ai terminé ma formation à l'Université de Sherbrooke. Puis j'ai vadrouillé un petit peu au Québec. J'étais à l'époque agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse. C'est en fait une initiative du secrétariat à la jeunesse du Québec qui veut pousser les moins de 35 ans à envisager plus l'entrepreneuriat comme voie. Puis, tout naturellement, après ce mandat, quand il y a eu un autre mandat qui était sorti, je pense que je me considérais plus peut-être comme intrapreneur. Oui, absolument. Moi aussi, je te considère comme tel, quoi. C'est ça, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais l'intrapreneuriat, c'est en gros, en fait, un néologisme qui, dans le domaine du management, qui veut dire que des individus ou un groupe d'individus associés à une grande entité, dans le cadre de Entreprendre ici, c'est le ministère de l'économie et de l'innovation, mais partent une nouvelle structure, donc de zéro. Puis c'est ce qu'on fait. Puis le sujet de la santé mentale, on va en parler un petit peu plus tard. Là, ça fait partie vraiment de quelque chose que Entreprendre ici a à cœur. C'est parfait, je suis content. On va en parler vraiment maintenant. J'aimerais savoir, c'est quoi qui vous a poussé à vous impliquer, du moins à verbaliser cette partie de la santé mentale, à parler de ça ouvertement, en fait? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire en tant que tel? Je sais que tu as parlé de ton burn-out. Il y a beaucoup de personnes qui en ont fait puis qui n'en parlent pas. Peut-être même qu'ils ne savent même pas qu'ils ont fait de burn-out, tu vois, parce qu'il n'y en a pas assez qui en parlent. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à être capable, à vous dire, OK, tu sais quoi, je vais en parler pour... Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça au juste? Tu me regardes moi, mais... Tu commences là. Tu peux commencer, quoi. Je te dirais que, tu sais, la réalisation que j'aurais pu mieux aller si quelqu'un m'en avait parlé plus tôt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre, si c'était la norme de parler de ça dans la communauté, tu sais, j'aurais eu accès à des outils plus tôt qui m'auraient permis de mieux faire personnellement, professionnellement, etc. Ouais. Alors, ouais, genre, à cause de ça, dès que j'apprenais quelque chose ou que je prenais un outil pour ma boîte à outils, personnel, puis genre émotionnel, etc., je la partageais, tu sais. Et c'est ça, je voulais juste enlever le stigma. Alors, j'ai commencé à parler surtout à des jeunes. Et ça fait partie de ce que je fais en termes de travail dans le non-profit, dans le secteur de non-profit. Et tu sais, ça... On va revenir là-dessus tantôt, trust me. Ouais, ok, parfait. Mais tout ça pour dire que, genre, j'ai toujours voulu aider les gens comme j'aurais aimé aider ou comme les gens m'ont aidé, tu sais. Ouais. Que ce soit dans le sport, etc. Alors, la santé mentale, pour moi, c'était pas différent. C'était genre, OK, bon, j'ai appris quelque chose que j'aurais pu utiliser pour avoir une meilleure vie. Ben, je vais le donner à quiconque, veut écouter. Absolument. Ibrahim? Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, Phil, parce que un petit peu dans le même ordre d'idée, c'est que souvent, quand on est entouré d'entrepreneurs, quand on rencontre des entrepreneurs, c'est souvent l'image d'un entrepreneur, ça n'a pas de temps faible. Un entrepreneur, c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses faiblesses. Puis, moi, il y a un événement en particulier, là, puis vraiment, j'envoie tous mes hommages à la famille encore, mais il y avait une entrepreneur qui a été lauréate de Entreprendre ici, puis qui malheureusement nous a quittés. Ouais. Puis c'était un événement qui a été très, très bouleversant. Ouais, effectivement. Je pense qu'on sait tous de qui on parle. Ouais, puis, on sait tous de qui on parle. Ouais. Ça m'a personnellement, parce que je l'avais rencontré juste quelques jours avant. En passant, c'était la première à croire à mon entreprise quand j'ai lancé. Ouais. Rest in peace. Fait que, sincèrement, ça m'a fait vraiment mal. Je pense que ma mère m'a jamais vu pleurer autant. Ouais. C'est bouleversant. Ouais. Et là, on se dit comme, OK, va falloir vraiment qu'on adresse un petit peu ça parce que l'entreprise a beau être successful, puis quand la personne derrière n'est pas bien dans son cheminement, l'entreprise, on s'en fout un petit peu. Ouais. C'est la personne derrière. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à prendre ça très, très au sérieux. Puis la pandémie est arrivée, bien sûr, puis on a vu d'autres enjeux qui sont sortis au niveau de
la santé mentale des entrepreneurs de manière générale, mais les entrepreneurs de la communauté noire aussi, c'est encore un autre enjeu supplémentaire parce que il y a des facteurs qui font en sorte que on n'en parle pas de la même façon, c'est un petit peu tabou. Donc, Exactement, c'est plus compliqué à en parler, ouais, effectivement. Gabriela. Moi, je dirais que qu'est-ce qui me pousse à en parler davantage, c'est un peu pour contrebalancer les discours un peu toxiques, des fois, de hustle culture, où est-ce qu'on est comme, OK, on fonce, on n'arrête pas, on travaille, on pousse, mais en fait, on n'est pas des machines, tu sais. Puis surtout, moi, au départ, puis même jusqu'à aujourd'hui, je porte tous les chapeaux. Fait que je fais un peu de comptabilité, c'est moi qui fais le day-to-day, je suis à la caisse, je porte tous les chapeaux. Puis rapidement, tu te rends compte que finalement, tu es tellement proche de l'entreprise que quand tu vas pas bien ou quand il y a quelque chose qui arrive, bien, c'est ton entreprise qui est cop. Si je tombe malade ou n'importe quoi qui arrivait, c'est mon entreprise qui en prenait un coup. Donc, il a fallu que je réalise que le hustle culture de foncer puis de jamais arrêter, c'est pas une chose qui est bien ni pour moi ni pour l'entreprise. Donc, dès que j'ai réalisé ça, j'ai essayé de contrebalancer. Il y avait des discours un peu plus de il faut prendre soin de soi, il faut s'entraider, il faut s'épauler. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Puis, tout ce qui a été mentionné aussi, je vais dans ce sens-là sans vouloir nécessairement le répéter. Hein. Ouais, absolument. Écoute, Phil, je sais qu'on a déjà discuté. Tu me parles que tu es impliqué sur 2 organisations, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux les mettre de l'avant? Parce que je pense que c'est important de les mettre de l'avant dans le podcast. Puis aussi, il y aura les informations de ces organisations dans l'infographie de tout ça, quoi, de l'épisode. Fait que j'aimerais ça que tu en parles parce que sincèrement, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde, quoi. Ouais, fait que je suis sur le, je sais pas comment dire en français, le board of directors. Non, t'inquiète, let's go. Les gens comprennent, les gens vont comprendre. Je suis sur les sous-titres. Je suis sur le board of directors du Black Health Alliance. Fait que c'est une organisation qui a commencé à Toronto. Et là, on est en train d'expand un peu plus dans tout le Canada. Mais vraiment, on touche sur tous les côtés de la santé des Noirs au Canada. Okay. Alors, c'est clair que la santé mentale est venue de l'avant. Récemment à cause de la pandémie, mais on avait une réponse à la pandémie, etc., etc. Un des projets sur lesquels on travaille et que je t'avais envoyé, c'est le Black Entrepreneur Mental Health quelque chose. Alors, c'est BEMHI.ca. Et on donne accès à environ 5 séances. 5 séances. Gratuites, ouais, voilà, gratuites et culturally competent mental health care. Pas juste, genre, il y a une différence. Est-ce que tu peux dire c'est quoi la différence? Ben, moi, personnellement, j'ai vu plusieurs thérapeutes et c'est clair que c'est très différent quand tu as quelqu'un qui comprend ton expérience versus quelqu'un à qui tu dois expliquer ton expérience. Alors, culturally competent, c'est vraiment comprendre les enjeux avant de s'asseoir avec les enjeux culturels. Les enjeux culturels avant de s'asseoir avec des gens de cette culture. Wow, alors, on voit ça comme extrêmement important. Alors, ça, c'est une des choses sur lesquelles on travaille parmi tant d'autres. Et I guess le temps que le podcast sorte, peut-être ça va être officiel, mais je vais joindre Relief. Ouais. C'était rebrand à Relief, avant c'était Revivre. Alors, c'est une organisation ici au Québec qui est là depuis genre 30 ans, je pense. Focusé sur la santé mentale et ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout par rapport quand tu as amené l'approche un peu interculturelle de la thérapie. C'est quoi les critères pour ce type de programme, par exemple? Les critères pour que les gens... Ouais, les participants. C'est des critères très vagues. Ben, en fait, moi, je les remplis, les documents. Ouais. Puis, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de critères, en fait. C'est un entrepreneur noir. C'est un entrepreneur et on l'a ouvert aussi pour les gens qui sont les premiers soins. Genre exactement. Genre comme les profs ou les infirmiers, infirmières, les médecins, tout ça, ouais. Okay, absolument, mais sincèrement... mais même plus que ça, si comment dire, je sais pas comment dire en français encore, mais you take care of your grandmother, tu prends soin de ta grand-mère, t'es quand même quelqu'un de première ligne. Les proches aidants. Les proches aidants, voilà. Alors, on a fait des critères très vagues pour que les gens y aient accès.
C'est super cool, ça. Parce que dans beaucoup des programmations standards, il y a des gens de notre communauté qui vont pas être ciblés et qui vont être laissés en dehors de ces projets-là, justement parce que des proches aidants, tu sais, oui, il y en a dans toutes les cultures, mais vraiment dans beaucoup de cultures, tu sais, noires, que ce soit caribéens, africains, etc., on n'amène pas nos parents, nos grands-parents au centre, au CHSLD, là. Ouais, exactement. On les garde chez nous, on prend soin d'eux. Dans notre culture, c'est ça qu'on fait. Alors, tu sais, pour donner du support à ces gens-là aussi, on l'a gardé extrêmement vague. Wow. Okay, est-ce qu'on peut mettre ces ressources-là dans la description de l'épisode? Ils sont absolument... Génial. Ouais. Ibrahim, je sais que Entreprendre ici, ils ont un programme de télémédecine. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, s'il te plaît? Oui, effectivement. En fait, c'est suite justement à toute cette situation, puis surtout à la pandémie, parce qu'on recevait des entrepreneurs, puis parfois on ne parle même pas du projet. On parle juste vraiment de ce que vit la personne. Puis là, on s'était dit comme, OK, en parler, ce n'était pas accessible à tout entrepreneur. Souvent, il y avait des critères qui faisaient que il fallait être tel nombre d'employés, il fallait être à une grosseur de son projet d'entreprise pour en bénéficier. Un simple travailleur autonome pour avoir accès à ce type de service-là. Mais pour arriver à 50 employés, il va falloir qu'on prenne soin de nous, tu vois. Ben, c'est ça, exactement. Et puis... donc, il y a eu des discussions qui ont été entamées avec donc plusieurs organismes qui offraient de la télémédecine. Puis, on a réussi à faire une entente avec TELUS Santé pour la première fois à ce que, quel que soit le type d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, travailleur autonome, 2 employés, 3 employés, qui puissent avoir accès à ce service-là, donc pour des tarifs vraiment très, très abordables. Donc, en gros, c'est que ce qui est inclus, c'est qu'on peut parler à des professionnels, soit en santé physique ou en santé mentale, puis on peut étendre la couverture, même, par exemple, à ses conjoints ou les enfants à charge qui ont 26 ans et moins. OK, c'est excellent. Puis c'est quoi aussi, je dirais, est-ce qu'Entreprendre ici a pensé à mettre sur pied un programme pour aider les gens à avoir ce premier accès sans avoir dépensé ce premier montant? Admettons pour un entrepreneur qui est en démarrage, puis parce qu'on s'entend quand on est en démarrage, le cerveau roule vraiment beaucoup plus parce qu'on est quasiment en mode survie en quelque sorte, en créativité en même temps, mais en mode survie aussi. Puis est-ce qu'Entreprendre ici a pensé mettre sur pied un projet un peu comme j'ai oublié c'est quoi le nom de l'organisation, a mis sur pied pour aider, exactement pour les 5 premières, au moins, ou 2 premières consultations soient offertes par un partenaire d'Entreprendre ici. I don't know, je dis ça. C'est une très bonne question. Mais pour le moment, c'est sûr que c'est une première étape déjà de rendre ça aussi accessible. C'était une première grande étape. Bien sûr, les discussions continuent. Pour le moment, donc ça reste quand même tarifé, mais les tarifs, honnêtement, c'est hyper abordable. Genre comme tu sentiras même pas que tu fais partie de que tu payes pour ça en fait, parce que si tu étends la couverture déjà à tes conjoints ou enfants en charge, employés, donc c'est vraiment abordable. Mais présentement c'est ça et les discussions continuent pour essayer de le rendre encore plus accessible. Ok, excellent. Là j'aimerais aborder d'un sujet que par rapport, oui, il y a la santé mentale, mais il y a tellement de biais dans nos communautés, pas dans nos communautés noires, mais de manière générale au Québec. Il y a le racisme, il y a tout ça, puis il faut gérer sa santé mentale en même temps. Puis je me demande, c'est quoi les outils que vous avez déployés pour vous protéger contre tous ces biais, entre autres, pour pouvoir, on s'entend que ça peut impacter notre santé mentale encore plus. Le fait qu'on est entrepreneur, on essaie d'avoir du crédit, on n'en trouve pas. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, bien sûr, mais le fait essayer d'avoir un prêt ou whatever, on n'arrive pas à en trouver parce qu'on se pose la question, est-ce parce qu'on est noir ou tout ça? Mais c'est quoi que vous avez, ou même dans toute autre chose, vous êtes des entrepreneurs, nous deux aussi, mais c'est quoi que vous avez développé pour vous prémunir en quelque sorte de tous ces biais
Gabriela, tu peux y aller. Wow! Il y a tellement de couches à ta question, mais je dirais que j'ai commencé par peut-être un apprentissage. Puis pour moi, ça a été de mettre mes boundaries, peut-être. Ça m'a aidé beaucoup à me protéger. Surtout, je peux donner un exemple. Par exemple, au mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'organisations ou de choses comme ça qui m'approchent, puis certaines, des fois, maladroitement. Comme par exemple, il y en a qui vont être comme « Ah, on aimerait que tu viennes donner une conférence en février. » Puis là, je suis comme « Ben, je peux pas en février, mon agenda est pas mal plein. Est-ce qu'on peut mettre ça pour mars? » « Oh non, on veut que ça soit mois de février parce que c'est le mois de l'histoire de Nord. » Puis là, je suis comme « Mais je suis la même personne en mars, puis mon travail est tout aussi important en mars. » Puis là, tu sais, ça rentre dans des conversations où tu te rends compte que finalement, peut-être que je suis un peu un token ou des choses comme ça. Puis c'est sûr, c'est des choses qui peuvent venir me chercher, me faire mal, surtout que le travail que je fais, je le considère un peu antiraciste, etc. Donc, c'est vraiment des fois de mettre ces barrières pour moi, puis de faire attention à qu'est-ce que je consomme. Comme par exemple, qu'est-ce que je mange, mais qu'est-ce que je consomme aussi comme contenu. Je sais que aussi le soutien de venir en communauté, puis le soutien de la communauté aussi, c'est quelque chose que j'ai appris puis qui est très important. Absolument. Quand on pense, par exemple, à la mort de George Floyd ou n'importe quel événement qui a eu un impact sur beaucoup de personnes, même pas en entrepreneuriat, juste des personnes noires. Mais absolument. De venir en communauté, d'avoir un espace pour en parler, etc., ça a été très bénéfique. Je ne sais pas si je réponds à la question, je fais juste lancer des apprentissages, mais sinon, c'est ça. Je serais curieuse de savoir pour vous... c'est quoi vos astuces ou vos apprentissages pour... Genre, je suis réticent à donner des genre, ouais, faites ça, parce que je pense... non, mais c'est ça, je parle de toi. Qu'est-ce que toi, t'as fait? Ouais, je pense que c'est différent pour chaque personne. Ouais, exactement. Puis je pense que la façon qu'on navigue la vie en tant que noir change. On n'est pas un monolithe, tu sais, il n'y a pas genre un type de noir. Moi, c'est pour ça qu'il y a des communautés noires. Il y a des communautés noires, tu sais. Fait que, moi, je suis moitié blanc, moitié noir. Alors, comment moi, je navigue la vie va être très différent de quelqu'un qui a la couleur de peau plus foncée que moi. Ouais. C'est dommage, mais c'est comme ça. Est-ce que ça le rend plus facile, plus difficile? Je sais pas. Mais, tu sais, moi, je navigue la vie par rapport à ce que moi, je vis. Je pense que récemment, ce qui m'a beaucoup bénéficié, c'est un peu d'avoir de la compassion pour les gens qui ne comprennent pas notre vécu. Dans le sens que, tu sais, je peux me fâcher si quelqu'un dit quelque chose de cave, de genre... De déplacer. Ou de déplacer ou whatever. Mais en même temps, cette personne-là est aussi victime du racisme systémique. OK. Dans un sens. Right? Eux... Moi, je choisis de croire que la plupart des personnes, c'est pas des racistes en tant que tels. C'est pas des personnes qui veulent du mal pour les Noirs. OK? Le système qui nous a éduqués les a éduqués aussi. Est-ce qu'on a appris beaucoup sur nos propres racines? Non. Est-ce qu'on a appris la vraie histoire? Non. Est-ce qu'on s'est fait montrer comme des médecins, des comptables, etc.? Non. On était des gangs de rue dans les films. Alors, les choses qui nous ont influencés... influence les autres communautés aussi. Alors pour moi, je me suis dit, OK, bon, si j'entamais les discussions avec un peu plus de genre, ils connaissent pas, c'est pas ma job de les éduquer, mais je vais pas avoir une rage en moi que je garde en moi partout où je vais pour des gens que genre, ils me veulent pas du mal nécessairement, c'est juste qu'ils ont un apprentissage à faire qu'ils ont pas encore fait. Ouais. Mais c'est une façon de voir pour se protéger aussi. Absolument, absolument. C'est un choix. C'est un choix de framework de vie, genre, tu sais. C'est clair que ça, tu sais, quand j'interagis avec la police, je prends pas cette approche-là. C'est plus tendu, tu sais. Mais je parle vraiment dans le milieu professionnel, right? Genre en termes généraux dans le milieu professionnel. Après, c'est sûr que c'est pas facile de créer cette boundary de où tu comprends les gens, même s'ils te font du mal, etc. Je pense que c'est une chose si quelqu'un te veut clairement ton mal, puis font des choses pour te blesser, là. Mais je parle vraiment un peu en généralité dans ma vie au jour le jour. Je choisis un peu de plus être vers la compréhension au lieu de vers genre, OK, t'as fait ça parce que je suis noir. Genre, OK, chill, peut-être pas. Peut-être ouais, peut-être pas. C'est genre, you know, so... Ouais, absolument. Ibrahim. Wow, ouais.
C'est vraiment une grande question. Puis j'écoutais justement les partages, là. Je trouvais ça intéressant parce que moi, j'ai une histoire que je vais peut-être te partager ici qui parle un peu de ça. C'est que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vadrouillé un petit peu au Québec. J'étais dans une municipalité où il n'y avait pas beaucoup d'habitants, premièrement, déjà. Et des habitants de la diversité, encore moins. Ou même zéro. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je passe pas inaperçu. Et je travaillais pour l'administration municipale de cette ville-là. Donc, j'étais engagé comme agent de développement économique. Puis, je pense que j'étais le seul de la diversité, le premier à être embauché. Puis, souvent, ils font des avis de nomination. Donc, telle personne a été nominée comme là. Et là, en bas de l'avis de nomination, commentaire Facebook, il y a une madame, bon, si tu regardes sa photo, elle doit être cinquantaine, soixantaine peut-être, qui commente. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de personnes ici pour pouvoir aller embaucher des personnes de l'extérieur? Boum, elle posta sur le commentaire. Moi, je vois ça, je suis comme, wow, madame là. Genre, j'ai préparé un long paragraphe pour lui expliquer comment... en fait, les enjeux que vive la communauté, là où j'étais, sont plus importants que l'origine des employés. Puis, dans le fond, je ne suis pas là par hasard. C'est parce qu'ils ont juste mis le bon fit le bon profil au bon fit. Puis, si elle veut qu'on en discute, elle peut passer pour qu'on en parle et tout. Puis, on m'a dit, Ibrahim, tu perds ton temps, en fait. Clairement. Tu perds ton temps. Tu vas expliquer ça, elle va pas comprendre. Et donc, j'ai pas posté finalement, j'ai laissé passer. Là, avec du recul, je pense que j'aurais dû parler de ça. Tu penses que ça aurait fait quoi? Même si elle, ça va rien lui faire à elle, mais les autres qui vont voir ça, peut-être qu'il y en a que ça va déclencher des petits trucs. Donc, il faut pas avoir peur d'avoir des conversations inconfortables. Moi, je pense que c'est déjà comme une façon, en tout cas une piste là, pour se prémunir et ne pas garder ça pour soi. Mais je suis d'accord avec toi, ne pas toujours être aussi dans dans cette rage-là et tout. Mais si on voit des situations, par exemple, qui sont pas normales, il faut en parler. Il faut prendre soin on parle de la santé mentale, il faut prendre soin de sa santé mentale. Il faut en parler aussi à des professionnels. Si on sent que on a besoin de parler à des thérapeutes, de parler à des gens de la communauté, du support en fait. Il faut chercher ce support émotionnel-là. Puis, aussi prendre soin de soi par le sport un petit peu. Je sais pas, moi quand je vis une situation, que ça soit professionnelle, personnelle, un peu difficile, par la suite, si je veux faire une petite randonnée, je fais un soccer. Il faut faire comme moi, il faut faire des push-ups matinales. Tu vois? Ça aussi. Mais écoute, je sais, très souvent, on parle de self-care. Oui, bien sûr, il faut prendre soin de soi, on s'entend. Mais il y a aussi un autre terme qui existe, c'est le community care. Puis j'ai l'impression, oui, nos communautés, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore rendu là réellement. On est rendu, oui, présentement beaucoup plus. Je ne sais pas si je me trompe, vous me le dites. Mais j'ai l'impression qu'on est rendu beaucoup dans le self-care. Prendre soin de soi, penser à sa santé mentale, ses soins physiques, faire du sport et tout ça. Mais j'imagine, community care, ça vous dit déjà quelque chose, right? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'on devrait peut-être mettre beaucoup plus l'accent sur le community care ou vice-versa, ou peut-être faire les deux en même temps? Je ne sais pas, Gabriela, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est sûr que je pense que les deux en même temps, ça ferait pas de mal. Il dit souvent de mettre ton masque à toi avant de... Mais je pense que il faut prendre soin de soi puis pour être en mesure d'aider les autres. Je pense que le community care, quand même, c'est présent dans nos communautés. Je pense que souvent dans des quartiers, dans certains quartiers, la voisine garde les enfants de l'autre. Il y a une certaine entraide là, qui se passe quand même. Je
pense que aussi, quand on est des entrepreneurs ici de communautés culturelles, il y en a il y a pas tant de représentation, fait qu'il y en a qui ne se gênent pas non plus pour nous écrire, pour nous poser des questions, etc. C'est sûr qu'il en faut plus, là. Il faut qu'on se déjeune, puis qu'on demande de l'aide, qu'on reach out aux autres personnes, mais je pense que les deux, ce serait important, le community care, le self-care, mais il ne faut pas trop se taper sur les doigts, parce qu'on vit quand même dans un système capitaliste, comme très individualiste, fait qu'on grandit là-dedans, on est des éponges, fait que la plupart des gens, ils grandissent dans un mode un peu chacun pour ça, individuel, la réussite personnelle. Donc, il faut un peu décloisonner ça, puis comme parler de comment il y a d'autres moyens de vivre qui sont possibles, qu'on peut s'entraider, qu'on peut s'aimer, vivre plus en communauté. Donc, il ne faut pas non plus... perdre espoir, se taper ses doigts. Je pense que les choses commencent à changer de plus en plus. Je remarque également. Je pense que ça en vient aussi à la structure du système médical, dans le fond, qui est influencé par l'individualisme de l'Ouest, dans le fond. Je pense à toutes les recherches qui sont faites en santé mentale, ça va être basé sur des choses plus ou moins individualistes. Il n'y a pas énormément de recherches en community care. Par rapport aux communautés, comment tu... Ouais, parce que c'est pas un angle auquel ils pensent nécessairement. On est juste individualiste ici. Tu as ton noyau familial, tu as ta maison, ton white picket fence, puis tu deals avec tes problèmes, genre. Je vois. Mais c'est clair qu'avec genre nos points de vue, parce que la façon que nos parents ont vécu, soit dans d'autres pays, etc. Moi, je suis haïtien, c'est tout le village qui élève des enfants, c'est tout le monde qui est là pour s'entraider. Alors, s'il y a un community care sans que ce soit appelé du community care, sans qu'on parle de santé mentale, ça se fait automatiquement. C'est dans la culture. Alors maintenant, si tu parles de vraiment commencer à le label, genre community care pour la santé mentale, je pense que les communautés noires n'en sont pas encore là nécessairement parce qu'on ne parle pas énormément de santé mentale en première place. Mais je pense que juste la façon qu'on opère, genre en général, il y a du community care dedans. Fait il y a toujours cet aspect-là, je pense. Mais est-ce qu'individuellement, vous le faites? Genre, mettons Comment ça? Comme, par exemple, toi, je le sais, en quelque sorte, que tu le fais parce qu'on en parle de ça, tu vois? En quelque sorte, le community care, comme Gabriela le disait, c'est un peu comme garder les enfants de ta voisine, en quelque sorte, tu vois? Ou même de référer au bon comme tu l'as fait en m'envoyant le lien pour que je puisse m'inscrire, tu vois? C'est aussi ça. Mais je me demande, est-ce que vous le faites individuellement? Est-ce que vous aidez votre communauté? Je sais que Gabriela le fait énormément, mais j'aimerais que vous me dites comment est-ce que vous le faites, vous? On donne des exemples de comment qu'on aide notre communauté. Parce que j'aimerais ça vraiment, parce que étant donné qu'on sait qu'on n'en parle pas beaucoup, quand je parle avec l'accent santé mentale, bien sûr, tu vois, mais juste voir un peu, comme la dernière fois, j'avais fait un post sur mes réseaux, puis les gens m'ont écrit, puis ça, c'est du community care, tu vois. Les gens m'écrivent pour me dire, Fernando, si tu as besoin de parler, je suis là. Si tu as besoin d'aller marcher, d'aller courir, whatever, ce que tu veux, je suis là pour t'écouter, je suis là pour toi, tu vois. Puis ça m'a fait du bien, en quelque sorte. Gabriela l'a fait également, tu l'as fait également, tout le monde l'a fait, tu vois. Fait que, comment tu le fais autre que je pense que tu as dit un mot-clé, puis je pense que c'est l'écoute. J'ai toujours l'oreille tendue, parce que souvent, l'aide que la personne a besoin, c'est elle qui est mieux placée pour nous dire, tu sais, moi, je pourrais proposer toutes sortes de choses. Je vais faire ton épicerie, je vais faire ci, je vais faire ça, mais est-ce que c'est vraiment cette aide-là que la personne a besoin? Je pense que c'est vraiment d'offrir son soutien, puis de dire à la personne qu'il y a un espace qui est là, puis que je suis prête à t'épauler de la façon que tu as besoin. Des fois, c'est d'aller faire le ménage chez eux, des fois, c'est l'épicerie, des fois, c'est lui proposer des ressources. C'est vraiment d'être aux aguets de qu'est-ce que je peux faire pour aider certaines personnes de la communauté, d'avoir l'œil un peu, puis de dire « Ah, me semble que cette personne-là a l'air fatiguée, me semble que peut-être je peux l'aider, etc. » C'est vraiment d'observer puis d'être à l'écoute. Moi, c'est un peu ça, mon community care, d'être toujours prête à proposer un soutien qui est adapté à la personne. Puis c'est cette personne-là qui peut me mentionner c'est quoi. Parce que des fois, on est trop rapide à vouloir aider d'une façon qui peut-être, c'est pas la bonne façon qui va l'aider. Tu sais? Absolument. Guys? Non, je partage ça totalement. Être capable
d'aider ou d'écouter ce que la personne a besoin. Ou si on ne peut pas l'aider, parce qu'on n'est pas non plus souvent, dans certaines situations, on n'est pas des spécialistes en santé mentale non plus, mais référer ou dire où est-ce que la personne peut trouver de l'aide. Absolument. Vraiment ça. Je pense que la question d'écoute est intéressante parce que écouter, c'est pas juste genre qu'est-ce que la personne dit. C'est vraiment écouter la personne. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. C'est genre essayer de discerner ce qu'il dit pas. Ouais, il faut avoir de emotional intelligence. Il faut savoir quand les gens ils vont pas bien. On peut pas lire dans les pensées non plus, mais il y a des signes de genre il y a des signes que tout le monde monte au jour le jour que 99% des personnes vont ignorer. On dira peut-être peut-être ils ont juste une mauvaise journée ou ben, tu sais, je sais pas, j'essaie d'être la personne qui est comme, yo, you good? Tu sais, genre, you really good? Tu sais, aller juste un cran au-dessus de la surface, tu sais. Genre, hey, ça va bien? Ouais, ok, ok, non, mais est-ce que ça va vraiment, tu sais? Genre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, là? Genre, je pense que juste ne pas rester en surface. Je suis pas un mec de surface, là, tu sais. Genre, j'aime avoir des gens autour de moi avec qui je peux parler de vraies choses. Moi, je suis prêt à partager, tu sais. Puis en partageant, ça ouvre la discussion pour que d'autres personnes partagent. Quand j'ai commencé mon parcours, il n'y avait personne dans mon entourage qui avait fait ce parcours-là. Tu sais. Mais en parlant de ça ouvertement, puis ça a pris du temps pour faire ça, ça avait peur, là. Dire, yo, j'ai pris des médicaments, je prends des médicaments, je parle à un thérapeute. Moi, j'ai grandi, tous mes amis encore, c'est tous des amis du basket, tout le monde est là, macho, tu sais, des grands gars, tu sais, on est tous là. Parler de ça ouvertement, puis dire, yo, mais tu fais comment? I'm struggling. Est-ce que tu arrives à leur parler de ça? Ben oui, j'ai dû apprendre à en parler, tu sais. Justement, parce que, oui, ça m'aidait, c'est clair. Au début, c'était pour m'aider. Mais après, c'est genre, yo, si j'en parle, là, et le jour que eux, ça va vraiment mal, ils vont venir me parler. Ouais, ils vont savoir aussi. Puis ça, c'est fait, tu sais. Fait que pour moi, c'est ma façon la plus forte que j'ai... Ouais, c'est cool, je peux travailler avec des organisations, faire ci, faire ça. Mais tu sais, en termes de personnel, genre, dans ma communauté à moi, d'après moi, ma perception, c'est le plus que moi je partage, le plus les gens vont partager, soit avec moi, soit avec d'autres personnes. OK. So, quand tu parles de pour moi, être ici, c'est du community care. Ouais, absolument. C'est ce que je veux dire, comme parler de ça à chaque occasion que quelqu'un me donne, c'est community care. Parce que quelqu'un qui va regarder ça va se voir en moi. Je suis un gars qui a grandi à Montréal, de NDG, tout le monde me connaît. Ils vont voir, oh, ce gars-là, il parle de ça. Il admet, il est assez vulnérable pour parler de ça. Ok, peut-être je vais repenser un peu à comment moi je me à comment je me carry. Peut-être j'ai pas besoin d'être aussi macho. Puis ouais, ce gars-là qui, tu sais, on est multifaceted. Je suis pas chez moi en train de pleurer tout le temps là. Non. Tu peux deal avec la dépression ou avec whatever else et être un bon ami et être présent et avoir des moments de joie, être extrêmement bon en entrepreneuriat, dans ta profession. Absolument. Avoir des bons rapports avec tout le monde. Puis ça change pas que tu deals avec la dépression. Absolument. Fait que montrer que just a multifaceted aspect, tu sais. So, pour moi, c'est ça, community care. Mais je pense que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose de super important. Tout à l'heure, tu disais apprendre à partager ça, apprendre à en parler. Je sais que c'est pas évident souvent. Souvent, moi, dans mon background, tu sais, je viens d'une famille africaine, vraiment typiquement africaine, où les garçons, les émotions, c'est pas souvent... Faut les cacher. Ouais, c'est ça. Toi, tu es un garçon, pourquoi tu parles de tes émotions? Donc, pourquoi tu pleures? Tu vois? Mais j'ai dû apprendre à en parler parce que je vivais des émotions, mais j'étais pas capable d'en parler. Et je savais pas comment en parler. Donc, c'est un cheminement. Puis, il faut aussi comme apprendre ça. C'est un skill. Mais en fait, c'est un cheminement, comme tu dis, c'est un skill. C'est quelque chose qu'on apprend à faire. C'est quelque chose qui se travaille. C'est pas juste genre du jour au lendemain, oh, je vais en parler. Absolument. Ça prend du travail pour apprendre émotionnellement comment communiquer ses émotions. Parce qu'il y a des émotions qu'on ressent, puis on sait même pas quel mot mettre dessus, tu vois. Puis on sait... Tu sais, les gens me demandent, t'es triste? Je suis comme, je sais pas. Maybe. Genre peut-être. Je sais vraiment pas si je suis triste, si je suis content ou si je suis juste fâché, tu vois, par moment. Mais tu sais,
Dis-moi, c'est quoi les conseils que vous donnerez à des entrepreneurs, intrapreneurs qui vivent, tu sais, comme, on s'entend, de manière générale, je dirais carrément, on vit tous des petits problèmes de santé mentale, tu sais. Je veux dire, la dépression, no matter what ce que c'est, tu vois, les moments où ça va pas bien en tant que tel. C'est quoi les conseils que vous leur donnerez? Sautez sur la question, vous pouvez répondre quand vous voulez. J'ai trop parlé, alors. Moi, je dirais de porter une attention particulière à nos pensées, comment qu'on pense, comment qu'on agit, puis comment qu'on sent. Parce que souvent, dans la société de nos jours, c'est comme, on fonctionne comme on se réveille, on va travailler, tu sais, on prend pas le temps de porter attention. Comment je me sens? C'est quoi les pensées qui traversent mon esprit aujourd'hui? Comment j'agis? Est-ce que je suis moins patiente que d'habitude? C'est quoi mes habitudes? Est-ce que je dors plus? Je dors moins? Tu sais, porter une attention à notre corps, notre comportement, tout ça, parce que ça peut nous donner des indices sur comment qu'on se sent, puis des choses comme le burn-out, la dépression, etc. Parce que la majorité des gens, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne savent pas reconnaître que c'est un burn-out ou une dépression, des affaires comme ça, parce que des fois, c'est comme... Je sais pas s'ils pensent que c'est genre être en train de pleurer tout le temps dans un lit ou je sais pas. Ça se manifeste de plusieurs façons chez différentes personnes. Puis des fois, je pense qu'il y en a qui ont comme une image cliché ou... Tandis que tu peux quand même tu peux être depressed mais aller travailler à tous les jours. Mais il y en a qui se rendent pas compte de ça. Aller travailler ou même aller clubber à tous les jours, carrément. Ben oui, c'est ça! Aller clubber à tous les jours, pour moi, c'est un signe, tu sais, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est ça, c'est vraiment de porter une attention particulière à soi-même. Guys. Ouais. Une attention particulière, être attentif et ne pas hésiter aussi à dire « je me sens pas bien », à être vulnérable, à en parler, en fait. Et... moi, je me rappelle, il y avait un entrepreneur, maintenant son projet a bien évolué, mais quand il était au tout début, puis que c'était la période d'aller chercher du financement, il était sur tous les fronts. Donc, tu sais, ça a impacté un petit peu sur sa vie personnelle aussi, au point où il a oublié l'anniversaire de sa femme. Puis là, il vient, non, ouais, j'ai trop de choses. Il s'est rattrapé. Mais il me l'a avoué à moi. Il me l'a avoué. Il m'a dit, honnêtement, j'ai oublié. Et c'est quand je suis rentré, elle était au téléphone, puis elle disait, je pense qu'il a oublié mon anniversaire. Puis il était, non, mais je t'ai pas oublié, on y va, on va manger là. C'était pas le temps de la COVID, il fallait réserver au moins, tu sais. Tu vois. Mais tout ça pour dire que quand tu es constamment dans... quand tu en as plein, dans ton assiette, n'hésite pas à en parler, à dire que, écoutez, je sais pas, en ce moment, j'arrive pas à comme tout... À déléguer aussi. À déléguer énormément. Parce que je me souviens, moi, j'avais cette difficulté, je faisais pas mal tout, tu vois. Puis, un peu comme toi, bien sûr. Mais quand j'ai commencé à déléguer, à avoir des sous-contractants, maintenant à avoir des employés, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce qu'il y a des choses que j'ai pas besoin de... Comment dire, admettons le podcast. Faire le podcast, je délègue énormément dans le podcast parce que ça me fait du bien beaucoup. Puis je prends soin de moi en faisant ça aussi, tu vois. Voilà. En même temps, le projet est encore meilleur, guys. C'est ça. Exactement, mais déléguer, c'est quand même assez important, quoi. Ouais, je dirais aussi... il faut juste savoir que you can't pour from an empty glass. Tu peux pas verser d'une tasse où il n'y a rien. Alors, ou, petite nuance, tu peux le faire, mais pas pendant longtemps. OK, alors si on pense de longévité, genre, si tu veux créer une business pendant 1 an, puis que ça marche plus après, hustle, bro, vas-y. Prends pas soin de toi, tu vas build un bet de business en dedans de 1 an, et tu pourras pas le garder pendant le temps que ça te prend pour le vendre ou pour aller créer réellement une grande business. Moi, j'ai appris ça, genre, très clairement, que comme, je pouvais pas prendre soin d'autres gens si je prenais pas soin de moi. Tu sais, ça m'a pris des années à apprendre cette leçon-là, ou à écouter la leçon, tu sais, et à actionner dessus.
Mais à la fin de la journée, tu peux aider personne si tu t'aides pas toi-même. Tu peux te faire croire que tu le fais, mais en bout de ligne, quelque part, tu vas craquer. Puis tout ce que tu as créé va être in jeopardy. Peut-être ça peut fonctionner. Peut-être tu auras juste assez le temps pour vendre ta compagnie, pour aller public, pour faire ci, pour faire ça. C'est pas la chose à faire. Et peut-être ça va tout crash et tu vas tout perdre et tu vas perdre l'argent de tes investisseurs, etc. etc. Ouais. Mais c'est ça, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on met beaucoup de l'avant des entrepreneurs qui travaillent des 70 heures semaine. Écoute, guys, je l'ai fait aussi, tu vois. Je l'ai fait aussi, mais moi, je l'ai fait parce que, tu sais, j'ai été élevé dans une famille où être couché dans son lit à 11 heures, c'était trop. Tu sais, quand on est ado, tu sais, on dort. On dort quand il faut dormir, tu vois. Tu sais, on dort pas la nuit puis pour dormir toute la journée carrément, tu vois. Puis c'était vraiment de « Ah, t'es paresseux. Ah, t'es ci. Ah, t'es ça. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu travailles fort. Il faut que tu fasses... » Tu sais, en devenant entrepreneur, mais tout ça, c'est resté derrière moi. Tout ça, c'est resté en moi, ancré en moi, qui fait que quand je ne travaillais pas, genre quand je me disais... Tu sais, quand je disais je prenais juste une journée de repos, c'était juste trop dans ma tête. Il y avait une partie de moi qui me disait, tu dois prendre du repos. Puis il y avait l'autre partie de moi qui entendait les voix qui me disaient, t'es trop fainéant, t'es trop paresseux. Fait que bouge ton cul, tu vois. Fait que le fait que j'arrive avec ces deux trucs qui disent, il faut que je me repose, puis l'autre qui me dit, il faut que je bouge, ben ça me fucked up carrément, tu vois. Là, je me sens mal, extrêmement mal quand je prends du temps. Jusqu'à maintenant, c'est un peu pareil. Je me sens mal quand je prends du temps pour moi. Quand je prends du temps pour respirer, pour aller voir des amis, je me sens un peu mal. Puis quand je travaille pas une journée, je me sens toujours mal. Puis c'est ça que je suis présentement dans un moment où je dois enlever ça, tu vois. Juste ne rien faire une journée. J'ai une équipe extraordinaire, sincèrement. Fait que je peux compter sur les gens qui sont autour de moi, puis j'espère aussi qu'ils peuvent compter sur moi aussi, tu vois. Mais c'est ça que je parle de déléguer. Je sais pas comment, est-ce que vous avez vécu ça un peu, le fait d'avoir cette voix dans votre tête qui vous dit vous êtes fainéant quand vous prenez une pause? Mais je te dirais, pense à pourquoi ces voix parlaient. Ah, je sais pourquoi ils parlaient, c'est juste que j'arrive pas encore à les désactiver, tu vois. C'est sûr que c'est un processus, mais si tu penses à pourquoi les gens de ta famille, dans ton entourage, te poussaient à travailler, c'est pour pas avoir l'opposé. Justement, ils voulaient que tu fasses quelque chose de ta vie. Ouais, absolument, absolument. Alors, une fois que tu acceptes que tu es en train de faire quelque chose de ta vie et que tu as confiance que tu es en train de faire ce que tu devrais faire, peut-être ça changerait à l'intérieur de toi ou c'est comme... Mais là, il y a l'autre aspect, l'ambition qui est... Je suis pas encore rendu là où je voulais être. Mais tu t'es donné un moment bien précis, tu t'approches de cette date, tu vois. Mais il faut avoir cette ambition. T'as raison. Ouais. Les deux peuvent coexister. Absolument, c'est juste trouver l'équilibre, quoi, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. C'est que y a des périodes où c'est un peu nécessaire de donner plus, de mettre un petit peu plus. Puis, au début de l'organisme Entreprendre ici, on comptait pas nos heures. C'est pas du juste... tu finis ce que tu as à faire dans ta semaine, puis non. Parce que tout était à construire, tout était à bâtir. Donc, tu comptes pas tes heures. Donc, il y a des périodes, je pense, que ça nécessite que, oui, tu comptes pas tes heures. Mais en autant que c'est temporaire ou que c'est ciblé, en fait. Ouais. Puis, même à l'intérieur de ça, tu gardes quand même du temps pour toi. Pour faire des trucs qui te rechargent un petit peu. Ça sent bien. Tu peux faire 70 heures, puis après aller au spa. Ouais, effectivement. Le spa, présentement, c'est le resto. Je vais dans un resto bien particulier que j'aime beaucoup avec une amie à moi qui est chef. Ce moment-là, c'est un moment de détente. Parce que c'est toute une expérience au restaurant. C'est le Black Forest en passant, fait que shout out. Nice. Mais moi, je pense que j'ai appris que finalement, ces moments-là de repos, c'était comme un investissement parce qu'après, j'en ressortais comme beaucoup plus créative, beaucoup plus posée, beaucoup plus apte à prendre de meilleures décisions. Tandis que quand je continue, c'est comme j'ai plus de souffle, je suis fatiguée, mes décisions, c'est pas les meilleures, mes idées sont pas les meilleures. Donc, vraiment, les journées de repos, à mon retour, je voyais que ça avait comme un impact positif. Donc, maintenant, c'est sûr, au début, c'était plus compliqué. Il a fallu que j'apprenne. Tu sais, que tu mets dans ton agenda que tu prends une pause, là, c'est grave. Là. T'es comme, OK, congé. Tu l'écris, puis t'es comme, ah, c'est grave, mais c'est un apprentissage à faire. Puis aussi, le fait d'être devenue maman. Tu sais, là, maintenant, j'ai un enfant.
Fait que des fois aussi, j'ai des congés forcés, tu sais. Ouais. C'est comme, t'as tout un agenda, puis tout, puis là, ton enfant tombe malade. Ouais, Là, t'es comme, bon, ben, j'ai pas le choix, il faut que je prenne un congé. Wow, vraiment. Fait que... Est-ce que vous pratiquez le power nap? C'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. Moi, j'ai peur. C'est le fameux moment où, dans la journée, t'es comme, OK, il est genre 2 heures. T'es comme, OK, là, c'est trop, je vais prendre 15 minutes pour dormir. Yo, moi, je dors tout le temps. Chanceux! Ouais, honnêtement, moi, j'ai peur. J'essaye, c'est compliqué. Moi, j'ai peur de dépasser, genre, une pause non contrôlée. Mais je dors quand même très tôt, quand même. J'ai mis la notification où, à partir d'une certaine heure, je reçois plus de notification. Ça fonctionne pas pour moi. J'arrive pas à dormir. Moi non plus, je suis insomniaque, je dors pas. Sauf pendant la journée, je suis obligé de dormir. Si je fais pas de nap, ça va pas bien. Damn. Si je travaille dans un bureau, je sais pas ce que je ferais. J'ai jamais eu un travail de bureau, honnêtement. Tant mieux que t'as cette flexibilité-là qui fonctionne Exactement. avec ton Je travaille de chez moi. Des fois, je vais dans le bureau pour une demi-journée ou whatever, si je veux, mais honnêtement, ouais, je dors tout le temps. Parce qu'il y a une entreprise que je connais qui, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des... les cabines ou des cabines, faire, exactement. Ouais. C'est Eric, l'un de mes amis, qui fait ça. Puis on mettra la description de l'entreprise. Puis c'est des cabines où tu rentres et tu te reposes. Puis j'ai l'impression que toutes les organisations devraient en avoir au moins 3 de ces cabines, tu vois. Tu te reposes, il n'y a pas de bruit. Genre, tu sais, il y a des cultures. Tu vois, en Espagne, là. Genre midi à 2h ou 3, ou même plus. Il n'y a rien qui se passe là. Tout le monde est en train de faire la sieste. En Chine, on te paye un bonus quand tu prends une pause. En Chine, by the way. Quand tu prends une pause, on te donne un bonus parce que tu as pris une pause. Parce qu'ils Mais se disent c'est pas pour rien que les encore entreprises plus créatif. commencent à prendre plus soin de leurs employés. Ouais. Ils remarquent que ça a un impact sur leur productivité, la créativité, clairement. etc. Absolument. Fait qu'il faut que nous aussi, on puisse prendre le pas et le faire pour nous-mêmes et pour notre entreprise. Ouais, ça c'est clair. Genre, mais le concept du 9 à 5, c'est juste bizarre. Ouais, quand on y pense vraiment, en vrai de vrai, là, c'est juste bizarre. Ouais, totalement. Je suis 1000 fois plus productif à mon propre horaire que je le serais si on me forçait à être dans un bureau de 9 à 5. Mais par contre, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir leur propre horaire, d'avoir cette flexibilité. Il y a du monde qui ont besoin que ça soit très cadré aussi, tu vois. Ouais. Puis moi, j'adore être, tu sais, je veux dire, j'ai mon propre horaire. Tu sais, je le fais quand je veux, je travaille quand je veux. Mais puis je suis quand même privilégié d'être capable de le faire aussi, tu vois. Je pense qu'ici, on est quand même très privilégié d'avoir ça aussi. Absolument. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas l'avoir, ou du moins qui n'ont pas les capacités physiques ou qui ont juste pas les capacités financières pour le faire aussi, tu vois. Ben moi, un point que je voulais dire, c'est que il faut reconnaître que nos sentiments sont valides. Parce que souvent, quand on a un peu d'argent, un peu de succès, etc., t'es comme, je sais pas, je me sens un peu... Puis les gens sont comme, girl, t'es partout à la télé, le monde vient à ton affaire, puis tout. Les gens sont comme... Tu sais, comme, ils te poussent quasiment à brush off tes sentiments parce que t'as un peu de succès, puis tout. Mais il faut reconnaître des fois que nos sentiments sont valides. Si on se sent d'une façon, de s'asseoir avec ces sentiments-là, puis de chercher à comprendre, puis essayer de s'en sortir. Parce que on dirait que dans mon cas, ce que j'ai réalisé, c'est que si je brush off les sentiments, ça fait juste s'accumuler, puis c'est pas bien là, pour la santé mentale. Fait que juste de se dire que nos sentiments sont valides, puis de chercher à comprendre, puis de passer à travers. Absolument. Est-ce que vous avez des points à rajouter? Parce que j'ai un petit quelque chose, mais je vous laisse aller. Non, ça va. Non, OK, cool, parfait. Parce que moi, je me souviens qu'en 2018, j'ai obtenu le plus gros contrat, d'accord, de l'entreprise. Mais ce contrat, ça m'a pris 2 ans à y travailler. Puis quand je l'ai obtenu, je me sentais toujours pas bien. J'étais comme... je me sentais vraiment... Je jouissais pas vraiment, tu vois, parce que je me projette beaucoup 5-10 ans plus tard, tu vois. Je jouissais vraiment pas. C'est comme, c'est le plus gros contrat, là, c'est belle, on s'entend. Fait que je me sentais vraiment pas bien, mais j'en parlais aux gens, j'étais comme, comment ça se fait que j'ai travaillé 2 ans sur ce projet, et j'ai fini par l'avoir, puis je me sens comme de la merde en quelque sorte, tu vois. Ouais, c'est comme, pourquoi, tu sais, pourtant les entrepreneurs, quand on réussit, on est supposé être, tu sais, on est supposé être content, mais on est tellement dedans, on l'imagine tellement qu'on sent qu'on va réussir, tu vois. Fait que l'idée aussi, c'est d'être capable de prendre le temps d'ouvrir une bouteille, quoi, avec les gens qui nous aiment, même de se forcer même à célébrer les petits succès, tu vois, et non pas attendre de tout le temps avoir, parce qu'après ce moment-là, moi, ça allait déjà pas bien, quoi. Ça allait déjà pas bien, j'étais voir quelqu'un avec qui on en a parlé,
Puis j'ai compris pourquoi que ça allait pas bien, puis ça m'a aidé, quoi. Mais l'idée, le conseil que moi je donnerais, c'est de fêter chaque petit succès. Exactement. On rencontre quelqu'un, puis on parle de potentiel contrat. Un peu juste le potentiel contrat, je crois que c'est important de le fêter tout de même. Pas d'aller dépenser 3 000 $ dans un truc, bien sûr, tu vois. Mais tu prends une bouteille de mousseux qui coûte 7 $, tu l'ouvres, quoi, why not, tu sais. Mais c'est de fêter ces beaux moments, quoi. Mais, je voudrais rajouter un petit quelque chose là-dessus, parce que c'est vraiment aligné. You have to enjoy the process. True. Yeah. Tout comme on parle de, OK, est-ce que tu aimes ton travail? Mais en entrepreneuriat, est-ce que tu es en train de enjoy ce que tu fais au jour le jour? Damn, ouais. Puis c'est pas pour ça qu'il va pas avoir des moments difficiles. Être humain, c'est être capable d'avoir plusieurs sentiments à l'intérieur de soi en même temps. Tu sais? Alors, on peut être vraiment dans le jus, puis comme tu dis, faire plein d'heures semaine, puis même pas les compter, et tout ça. Mais à la fin de la journée, est-ce que tu es en train de enjoy ce que tu fais? Et célébrer les wins, ça te force un peu à enjoy le processus. Absolument. Fait que durant ces 2 années-là, si tu t'étais arrêté à chaque étape, même si tu n'avais pas eu le contrat, tu aurais regardé les 2 dernières années, tu aurais dit, damn, j'ai avancé, that was a good ride. Genre. Absolument. Tu sais? Puis, alors, je dirais, célébrer les wins, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire aussi. Et me forcer à genre, OK, non, je vais célébrer ça, parce que sinon, je fais des trucs, et après, c'est OK, on passe à la prochaine chose. Il y a toujours une autre chose. Il y a toujours une autre chose. Il y a toujours une autre chose. Ouais, absolument. Fait qu'on ne sera jamais satisfait, quoi. Jamais satisfait. Il faut toujours célébrer les petits moments, sinon on devient l'éternel satisfait. Absolument, absolument. C'est un très bon point. Tu sais, je veux dire, pourquoi aller voir un psy, ça rentre pas dans le RAMQ? Genre, je veux dire, ça coûte un bras aller voir un psy. Ça aurait dû être rentré dans le RAMQ. Tu sais, je veux dire... Ben, techniquement, il y a des choses gratuites, mais l'attente est tellement longue. C'est ça, techniquement, c'est gratuit. Fait que c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont être comme, mais il y a des ressources, mais les ressources sont... Tu peux checker un petit de l'hôpital, mais c'est une attente de malade. J'ai été au CLSC pour pouvoir parler à quelqu'un, parce qu'on m'a dit que je pouvais aller là pour en parler. Puis j'arrive, puis on me dit, on me donne un numéro à appeler. J'appelle le numéro me dit que je dois appeler un autre numéro. Là, je suis comme, guys, genre, j'étais voir les autres en avant, je leur ai dit, j'ai besoin d'aide maintenant. Pas demain, là. C'est maintenant que j'ai besoin d'aide. Fait que les gens sont comme, oh, attends, voilà un autre numéro à appeler. Je suis comme, yo, ils ont vu à quel point ils ont vu que j'allais pas le faire. Mais ils ont vu que je leur ai dit que j'ai besoin d'aide maintenant. Pas demain, pas dans 10 minutes, maintenant, tu vois? Ben, Relief, l'organisme pour lequel je travaille, ils ont un hotline que tu peux appeler, puis quelqu'un t'aide. C'est encore mieux, tu vois? Mais mais finalement, ils m'ont retenu, tu sais, ils m'ont retenu, puis ils m'ont donné, ils ont fait l'appel pour moi. J'ai attendu 20 minutes, j'ai parlé à quelqu'un. Sincèrement, ça m'a fait du bien. Juste parler à quelqu'un qui, même c'est tu sais, même ces fameux ça fait du bien, c'est fou, hein? Mais parce que quand tu parles, toi, tu es en train de process toi-même. Exactement, oui, c'est ça. Tu es juste en train de process à haute voix. Exactement, puis la personne te pose des bonnes questions qui t'amènent au bon moment. Tu sais, ça fait vraiment du bien, en tout cas. Puis on a parlé de ça. Tu m'as demandé, yo, qu'est-ce que tu fais, toi? Yo, journaling. Cette journée-là, quand ça va vraiment mal, ben, j'essaie de faire comme si que je journal tous les jours. Là, Moi aussi. Yo, vague, man. Mais quand ça va vraiment mal, yo, je m'assois puis j'écris toutes mes pensées, puis j'analyse ce qui se passe dans ma tête, puis ça aide énormément. C'est comme si tu parlais à quelqu'un, là. Parce que ta perspective sur ce qui se passe dans ta tête, c'est ce qui est le plus important, genre. Mais pour l'analyser, il faut l'écrire, il faut le parler. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais dans le mood de « ça m'arrivera jamais ». Genre comme, c'est les faibles qui sont comme ça. Absolument. Tu vois? Mais je suis content pour ceux qui n'ont pas d'enjeu, whatever, de ce genre, tu vois. Je suis content pour eux. Je les envie même presque, tu sais. Mais à travers une vie, qui ne va pas être confronté à un moment où... Mais les gens en parlent tellement pas que tu as l'impression que ça n'existe pas. Mais spécifiquement pour les hommes noirs, je trouve. Mais c'est ça, moi, c'est genre comme la culture ben, tu grandis en fait avec une façon de penser que les émotions que tu vis, ben, il y en a certaines que tu as le droit d'exprimer, il y en a certaines que non. Absolument. Alors que tu es humain, donc... Exact. Et ça crée plus de problèmes. Parce que si tu sais pas comment... Si tu es fâché, tu sais pas comment... La société te dit non, les hommes n'ont pas le droit d'être fâchés. Un homme fâché est un homme dangereux. C'est pas vrai, ça. Il faut savoir comment sortir ses émotions. Si tu es fâché puis tu restes comme ça,
t'éclates. À un certain point, tu frappes quelqu'un. Ça va accumuler, puis après, il faut, genre, contre hommes, on apprenne, tu sais, OK, what's a clean anger? Clean rage? What's sadness? Genre, on a le droit d'avoir ces émotions, puis genre les exprimer, puis... Tu sais, le sport, c'est quelque chose... Ouais, tu fais un sport de combat, là, ta rage, après une séance de 1 heure, c'était chill. Tu fais du jiu-jitsu, tu te fais choke out, ta rage est partie. Là. Tu fais de la boxe, tu frappes dans un sac, c'est fini, you know? Ouais. Mais ça fait du bien. t'as essayé de parler du sport, puis je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Parce que ça, c'est vraiment genre... Ce qui est le plus important. On est fait pour bouger, on n'est pas fait pour s'asseoir comme des câbles toute la journée, là, tu sais. ASICS, ils l'ont dit, hein, genre un corps sain dans un esprit sain. Ouais, exactement. Pas un truc comme ça, mais parce que si physiquement aussi, tu défoules, tu ventiles, tu sais, ça peut être un sport d'équipe. Puis en plus, le sport d'équipe, là où c'est bien, c'est que tu interagis avec d'autres personnes, exact. tu vois. Ouais. Donc, tu n'es plus genre isolé un petit peu, en même temps que ça te permet physiquement de Dans bouger. le fond, honnêtement, à ta question de... Qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs? Ouais. Faites du sport. Non, straight up. On se fait des ligues, on va jouer. Je comptais faire une collecte de fonds comme ça, là. Comment ça? Une collecte de fonds comme ça pour envoyer des enfants à l'école en Haïti. Avec des entrepreneurs, intrapreneurs, puis on joue au soccer. On en a un qui se donne... Chacun se crée des équipes, puis l'argent qui est ramassé avec l'équipe, c'est envoyer des enfants à l'école cet été, en fait, pour payer l'année scolaire 2022-2023. Ça, c'est une très bonne idée, puis ça marche, ces choses-là. Je fais partie de TechAid, c'est un truc qui fait des levées de fonds pour Centraide. Et on a un tournoi de 32 équipes qui va se donner pendant l'été. 32 équipes Ça, c'est le couple, là. C'est sérieux. C'est la Coupe du Monde, ça. Straight up. 32 équipes. Straight up, ça va être du sérieux. Puis chaque équipe, on essaie de faire un fundraise de $1,000 chaque. Ça fait 32 000 tu sais. Fait que tu pourrais faire quelque chose comme ça. Non, c'est clair, c'est clair. Je pense que je vais contacter Alexandre Kenol pour m'aider avec ça, quoi. Mais je pense que ça enregistre en passant. Je pense que tout ça, là, sera dans l'épisode. Ça, c'est un moment comme hyper calme. Nelly, ça enregistre, non? On devrait fini? Ouais, ça enregistre, ok, cool. Je pense qu'on va le garder, cette partie dans le podcast. Ouais, On dirait que là, c'était le début du... Ouais, exactement. Et t'as vu comment on parce qu'on est comme plus détendu. Moi, je suis là, yo, ça chill, you know. Maintenant qu'on pensait que c'était terminé, on était bien en train de chiller, c'est ce vibe que je veux tout le temps. Mais c'est ça? Ouais. Quelle question? Ah, ta question à toi? Ah, attends, Angelo a envoyé une question. On va répondre à la question, guys. All right. Comment réussir à maintenir son équilibre mental au quotidien? En fait, ok, je vais reposer la question, d'accord? Nelly, t'as du montage à faire, man. C'est correct. Guys, est-ce que vous pouvez me dire comment vous faites pour maintenir votre santé mentale au quotidien, de manière chaque jour, quoi? Tu sais, comment vous faites? Tu sais, courez pas, hein? Ouais. Au quotidien, je pense que avoir un petit peu... Moi beaucoup, ce qui m'aide, je suis croyant, donc la spiritualité, c'est quelque chose dans laquelle aussi je me retrouve un petit peu. Ça me permet de me recentrer. Bouger, vraiment bouger, là. Je sais que c'est pas évident de le faire tous les jours, mais on revient au soccer, genre, je joue 2 fois par semaine. Je coach aussi les jeunes de U9, donc ceux qui ont moins de 9 ans. Et c'est incroyable comment l'énergie aussi que ça t'amène. Donc, c'est ça. Puis, vraiment, quand je sens que j'ai besoin des moments personnels pour me recentrer, donc souvent, j'essaie de faire une randonnée. Bon, c'est sûr que pendant l'hiver, c'est plus compliqué. C'est chaud. Le rythme diminue, là. Mais quand même, me retrouver dans la nature, c'est vraiment quelque chose qui me recharge. Moi, j'ai un grand parc juste à 30 secondes de marche de chez moi. Puis en plus, maintenant, j'ai un chien. Fait que j'ai pas le choix de l'amener au parc. Puis lui, on court ensemble. Il aime courir. Il est tout petit là, mais il court, puis je cours avec, puis ça me fait du bien, vraiment. Ouais, vraiment. Tu fais comment, Phil? J'ai testé beaucoup de choses, tu sais. Je pense que c'est quelque chose qui... Il faut trouver ce qui marche pour sa personnalité. Tout le monde va avoir un self-care différent. Pour moi, meditation, ça m'aide à me recentrer. Journaling, même si je ne le fais pas vraiment au quotidien. L'exercice physique, c'est vraiment top de la liste. Je pense que c'est ça qui me manque. Non, mais pour de vrai, si tu penses vraiment, OK,
l'exercice, spécialement genre le cardio, ok, ce que ça fait, c'est que ça release plein d'endorphines dans ton corps. Ouais. Les médicaments essaient d'imiter ce que l'exercice fait. L'exercice, c'est un médicament. Ouais. Fait que si tu penses comme ça, take your meds every day, bro. 30 minutes de cardio à tous les jours, c'est ton médicament. Tu sais, on veut des pilules parce que ça va vite. Ouais. Tu sais, rien contre les médicaments, moi j'en prends. Je dis ça très, très ouvertement, j'en prends, ça m'aide aussi. Mais avant de commencer à prendre des médicaments, je dis, tu sais quoi, je veux aller mieux moi-même, tout seul. J'ai fait de l'exercice à tous les jours. J'allais mieux. Limite, j'étais genre, yo, I don't think I need these meds. Puis mon médecin était comme, non, tu devrais les prendre. Like, right, whatever. Mais ça allait mieux parce qu'à tous les jours, je me suis dit, je fais du cardio. 30 minutes, no matter what it is, la marche. Moi, j'aime faire de la boxe puis du basket. Okay? Mais pendant la pandémie, c'était chaud, ça. Mais tu sais, du spinning, n'importe quoi qui te fait suer pendant 30 minutes. Fais ça pendant 3 mois. Ça va pas résoudre tous tes problèmes, mais fais ça pendant 3 mois, puis documente. En fait, c'est toi qui vas pouvoir résoudre tes problèmes réellement quand tu mais documente ça. Tu fais ça tous les jours pendant 3 mois, voir genre, comment ta mentalité change. Et c'est pas un problem fixer pour tout, mais tu vas aller beaucoup mieux que si tu faisais pas ça. Prescription du Dr. Phil. Dr. Phil, right? C'est ça. Je pense que j'ai déjà entendu ça quelque part, Dr. Phil. Joke là. OK. Pour moi, je pense que c'est un peu comme vous, les gars, comme des saines habitudes de vie. Donc, j'articule ça dans juste des décisions. OK, à la place de prendre l'escalier roulant, je vais prendre l'escalier. Parce que malheureusement, j'ai pas le temps d'aller comme pratiquer des sports à tous les jours, d'aller au gym, parce que je suis comme une mère monoparentale. Mais déjà là, ça aussi, c'est du sport, là. Mais j'y vais avec des petits choix. Je prends le meilleur choix, puis je prends aussi un moment pour la journée, dans la journée où je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, parce que j'essaie d'opérer avec un peu le mantra de genre, OK, à chaque jour, c'est une nouvelle journée pour faire mieux qu'hier. Fait que hier, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas correct? J'ai oublié de dîner. J'étais tellement dans mon budget puis dans mes affaires, j'ai oublié de dîner. Demain, il faut que je dîne, il faut que je mange. Fait que là, tu sais, j'essaie toujours d'être comme, hier, qu'est-ce que j'ai fait qui était moins bien pour moi-même? Puis j'essaie toujours de m'améliorer, puis je prends le meilleur choix, comme les escaliers. Les escaliers au métro, je fais ça, Je prends rarement les escaliers roulants, absolument. Fait que, écoute, c'est où est-ce que, si quelqu'un veut vous rejoindre, c'est où qu'ils peuvent vous rejoindre? On va commencer par toi, Ibrahim. LinkedIn, non? C'est ça qui ressort vraiment sur LinkedIn. Je pense que c'est assez accessible. Donc, Ibrahim Aboubakar Laré sur LinkedIn. Puis, excellent. Est-ce que tu peux aussi dire comment tu peux les aider, les entrepreneurs? Oui, mais en fait, en gros, c'est qu'il y a des programmes qui aident soit financièrement, soit au niveau du réseautage. Par exemple, un entrepreneur qui a envie de parler à un avocat, qui a envie de parler à un comptable, qui a envie de parler à quelqu'un qui va faire son graphisme. Donc, on a comme un programme pour ça où on met en relation avec des experts. Il y a le programme de financement où chaque année, il y a 25 projets. Ouais, le fameux 25 000. C'est passé, ça? C'est chaque année, 25 projets qui reçoivent chacun 25 000 $ pour des contributions financières non remboursables. Donc, vraiment juste, peu importe le stade de développement aussi, pré-démarrage, démarrage ou croissance. J'ai eu la chance de gagner la 3e fois. Genre, ça va être pas 3 fois de suite, mais juste comme 3 fois de suite que j'ai appliqué, puis j'ai gagné seulement la 3e fois. Mais ça revient chaque année. On peut appliquer comme limite jusqu'à temps qu'on gagne. Exactement, ça revient chaque année. Donc, c'est ça. Pour cette année, pour répondre à la question de Gabriela, les dates ne sont pas encore sorties, mais ça risque d'être durant l'été que l'appel à projet va se faire. OK, excellent. Nice. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que je suis le fondateur de Rap Matters. Effectivement. Et notre objectif, c'est d'inspirer les entrepreneurs noirs et aussi de faire en sorte qu'il y ait des écosystèmes, spécifiquement en technologie, où ils peuvent vraiment bien faire. Alors, on travaille sur plusieurs projets différents. Sur LinkedIn, c'est Rap Matters. Pour LinkedIn, moi, personnellement, c'est Phil G. Joseph. Et sur Instagram, c'est repmatters_tech. Et pour moi, c'est @PhilGJoseph. Puis Twitter aussi. Je sais que Twitter, dans le monde du tech, c'est un peu plus Twitter que Instagram, là, mais dans nos communautés, c'est plus Instagram que Twitter, je pense. Non, c'est absolument. Ben, c'est ça. Gabriela.
Pour moi, pour ce qui est de la librairie, ce serait Racine Montréal, soit sur Facebook ou Instagram. Moi, personnellement, mon profil, c'est Gabriela Garbeau ou Gabriela Quinte, disponible sur toutes les plateformes. C'est parfait. Ben écoute, moi, vous pouvez me rejoindre avec mon nom partout, whatever l'endroit, sauf sur Twitter. Je ne suis pas sur Twitter. Je ne comprends pas cette plateforme encore, mais bon. Écoute, merci beaucoup. Vraiment, énormément merci d'avoir accepté de parler de ça, accepté d'être vulnérable, en fait, pour parler de ça aussi. Parce que c'est un sujet qu'il faut qu'on en parle, puis il faut avoir cette représentativité dans nos communautés, des gens qui en parlent le plus souvent possible. Puis moi, mon mantra, c'est les jeunes, tu sais. Les jeunes entrepreneurs ou les jeunes tout court pour parler d'entrepreneuriat. Puis je crois que parler de santé mentale par rapport à l'entrepreneuriat, c'est aussi leur préparer à quelque chose qui va s'en venir, mais comme de bien les préparer pour pas avoir les outils nécessaires, tu vois, par rapport à nos vécus ici, pour qu'ils puissent au moins faire mieux que nous, quoi, tu vois. Fait que merci énormément d'être venu aujourd'hui, puis je vous remercie beaucoup. Alors, merci. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.